Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo du département secteur public de SVP et information décisionnelle pour effectivement une présentation d'une thématique d'actualité liée à l'état d'urgence sanitaire. Je suis Mickaël Soto, expert au département secteur public. Je suis Seina Bounjaï, expert au département secteur public également. Nous profitons des nombreuses interrogations qui sont les vôtres au quotidien pour essayer de faire le point sur cette situation particulière que nous traversons de nouveau et qui appelle chez vous effectivement à des points de vigilance par rapport au fonctionnement, je dirais, classique, général de vos instances délibérantes, mais également nous avons souhaité aussi aborder ces questions sous l'angle des contrats de la commande publique pour voir si cette situation sanitaire spécifique et l'état d'urgence sanitaire avait une incidence sur vos processus, vos procédés et vos méthodes. Sans plus attendre le sommaire de notre intervention qui portera, vous le constatez à l'écran, sur le fonctionnement institutionnel des communes et des EPCI et notamment les réunions des assemblées délibérantes. Et puis Sénabou vous présentera un focus spécifique sur la commande publique. Sans plus tarder, concernant les assemblées locales, vous aurez constaté que l'état d'urgence sanitaire nous ramène effectivement à un dispositif législatif et réglementaire assez fourni. Nous avons traversé une période bien délicate sur le premier semestre 2020, épidémie, pandémie, état d'urgence sanitaire, confinement, report des élections municipales et communautaires et toute une batterie de textes qui sont venus réglementer cette période transitoire un peu particulière dans différents domaines et notamment le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales et des EPCI. Les beaux jours aidant, l'été arrivant, ces dispositions se sont estompées, ont disparu de notre paysage juridique, mais la fameuse deuxième vague a emporté la nécessité de réinstituer, de réinstaurer des dispositifs dérogatoires quant au fonctionnement institutionnel des collectivités. Tout d'abord, un décret du 29 octobre 2020 qui a prescrit un certain nombre de mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, et puis, bien entendu, l'ordonnance et la loi du 14 novembre 2020 qui a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'à février prochain. Dans l'intervalle, il y a eu une décision de confinement de la population avec certains aménagements, mais qu'en est-il du fonctionnement des assemblées? Eh bien, la première chose qui est rappelée dans les dispositifs législatifs et réglementaires, c'est qu'il n'y a pas de dérogation à la continuité des réunions des assemblées délibérantes, malgré notamment le confinement. Les réunions perdurent, s'organisent, mais attention, selon des modalités particulières. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change ou qui revient effectivement au goût du jour dans la gestion de vos assemblées et des réunions de ces assemblées? Dans un premier temps, le lieu de réunion. Le principe est fixé par le Code général des collectivités territoriales, plutôt au siège de la mairie pour les collectivités, sur le territoire de l'intercommunalité, notamment sur l'une ou l'autre des communes membres. Aujourd'hui, la décision de réunir le conseil municipal, le conseil communautaire dans un lieu particulier est décidée en fonction des problématiques d'urgence sanitaire, de gestes barrières, de distanciation sociale. Ce qui veut dire que l'exécutif de la collectivité, nous dit le texte, peut décider d'une réunion en tout lieu, même si le lieu n'est pas habituellement destiné à accueillir les réunions de l'Assemblée délibérante. Ce lieu devra garantir les obligations de neutralité, garantir l'accessibilité des gens à la salle de réunion et bien entendu la sécurité sanitaire de la salle en question, la distanciation sociale, la présence de gel hydroalcoolique. La réunion se tient dans un lieu particulier, mais il y a deux obligations. Assurer la publicité des séances et ne pas se cantonner à quelque chose de secret, bien entendu, et informer préalablement au jour de la réunion le préfet de département du lieu au sein duquel la réunion se tiendra. Le caractère public de la séance. Le caractère public, vous le savez comme moi, la plupart des séances, sauf cas d'exception, les séances sont publiques. Et le caractère public de la séance s'oppose et se heurte aujourd'hui à cette réalité d'urgence sanitaire de confinement. Les textes nous prévoient aujourd'hui, l'article 6 de la loi du 14 novembre, prévoit que la réunion peut se tenir sans public par décision de l'exécutif, lequel peut, s'il le souhaite, fixer un nombre maximal de personnes pouvant être présentes dans la salle de réunion, sous réserve de la mise en place des mesures sanitaires, des gestes barrières. Mais notez bien, deux choix, sans public ou avec un public éventuellement limité. Or, le caractère public de la réunion peut se trouver respecté si la collectivité, même si aucun public n'est présent dans la salle, si la collectivité garantit, par des moyens de retransmission électronique,
en direct la retransmission de la réunion. Attention, le caractère public ou non public ou limité ou, à défaut, en visio, est mentionné sur la convocation qui est adressée à l'ensemble des membres du conseil municipal. Dernier dispositif significatif, celui du quorum et des procurations. Vous connaissez le dispositif classique sur le quorum pour qu'une réunion puisse se tenir dans les formes prescrites par le Code général des collectivités territoriales. De nouveau, un dispositif dérogatoire. Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des EPCI et des établissements publics locaux, c'est un point important, nous reviendrons dessus, peuvent se réunir dans des conditions de quorum abaissé au tiers des membres en exercice. Deuxième chose, s'agissant de la représentation des conseillers absents. Ce n'est plus non pas une, mais 2 procurations que les conseillers pourront avoir en leur nom propre pour une séance déterminée. Ces mesures visent principalement à réduire les déplacements ou les rencontres sociales entre les élus, limiter les vagues de transmission du virus. Quorum restreint, nombre de procurations accentué, permettant une réunion à moindre membre, bien entendu. Se pose la question des cas qui restent effectivement un peu en suspens. Pourquoi cas en suspens? Tout simplement parce que le caractère public des réunions a été un point de discussion que la Direction générale des collectivités locales a apporté effectivement dans la note et la circulaire qu'elle a produite il y a peu de temps. Selon les textes et lors de la loi du 14 novembre, il est prévu que le maire puisse décider que la réunion se tiendra sans public ou avec un public restreint. Or, comme vous le savez, le confinement qui a été décidé limite les déplacements des personnes sur des motifs établis par une attestation, des motifs dérogatoires de déplacement. Le déplacement du public à une réunion du conseil municipal ou d'un conseil communautaire ne fait pas partie des éléments que nous avons pu identifier comme permettant un déplacement dérogatoire. Vous aurez parfois des positions doctrinales, de principe disant qu'il n'y a pas vocation à faire obstacle au déplacement du public, mais au sens même de la loi. Combiné à la décision de confinement, la présence du public, et c'est la position que retient la Direction générale des collectivités locales, la présence du public aujourd'hui ne semble pas possible dans la salle de réunion de l'Assemblée délibérante. Deuxième chose, vous avez noté que dans les textes, il est évoqué fréquemment les collectivités locales, les EPCI. Et le seul cas où nous identifions effectivement les établissements publics locaux, c'est celui du quorum. Pour les autres dispositions, le lieu, le caractère public, pourquoi pas, nous le verrons tout à l'heure, la visioconférence, les textes ne font pas référence aux établissements publics locaux. À travers certaines de vos interrogations, nous nous sommes interrogés également sur la volonté du législateur de ne pas mentionner ces établissements. Est-ce un oubli? Une volonté particulière? Nous n'avons pas de réponse pour le moment. Est-ce que l'intention était bien de les exclure? Nous n'en sommes pas convaincus. Mais aujourd'hui, gardez bien à l'esprit que pour certains établissements publics locaux, tels qu'un centre communal d'action sociale, les dispositions relatives aux lieux de réunion, à la présence du public, voire les procurations ou la visioconférence, ne semblent pas s'appliquer directement. Je parlais de visioconférence, c'est un thème qui reste effectivement totalement d'actualité. Il avait été institué dans un premier temps pendant le premier état d'urgence sanitaire pour ne pas avoir à mobiliser physiquement les élus pour se rendre dans les lieux de réunion, ni les administrés qui souhaiteraient assister aux différentes réunions. Du 31 octobre 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les assemblées délibérantes peuvent se réunir en visio. Visio ou audioconférence. Attention, l'audioconférence, c'est une mesure effectivement qui est dérogatoire ou, je dirais, supplétive à la visioconférence qui ne serait pas possible. Une réunion en visioconférence, c'est une réunion à distance, où il n'y a pas de nécessité d'être en présentiel dans la salle de réunion. La décision de se réunir en visio est une décision de l'exécutif qui doit en informer les membres de l'Assemblée délibérante lors de la première convocation. Lors de la première réunion du Conseil en visioconférence, il y aura une délibération sur les modalités d'identification des participants, de l'enregistrement du contenu des séances et de la conservation des débats et, bien entendu,
sur les modalités de scrutin. Sur le scrutin, d'ailleurs, il convient de noter que les réunions en visioconférence ne permettront que des scrutins publics et en aucune façon, pour des raisons techniques évidentes, de scrutin secret. Quant aux règles de quorum ou de procuration, elles s'appliquent effectivement de la même manière que pour une réunion en présentiel. Les réunions en visioconférence, que vous soyez sur place, que vous soyez à distance ou que tout le monde soit à distance, peu importe la configuration, les règles de quorum et de réunion s'appliqueront de la même façon qu'en présentiel. Ces éléments sont importants à intégrer parce que pour les semaines qui viennent, peut-être pour les mois qui viennent, ce sont des dispositifs que vous aurez vocation à pouvoir utiliser pour garantir le bon fonctionnement de vos assemblées. C'était le point que je souhaitais faire avec vous. Il est temps maintenant d'aborder la question de la commande publique. Sénabou, c'est à toi. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'aspect commande publique. On va voir quels ont été les impacts de la crise sur les contrats de la commande publique, donc les marchés publics en l'occurrence. Mais avant cela, on va faire un petit retour en arrière. Donc, on est au premier semestre 2020. On est en plein confinement. Le gouvernement prend une ordonnance en date du 25 mars portant diverses mesures applicables au contrat de la commande publique. Et donc, le gouvernement avait instauré en quelque sorte un régime d'exception pour pallier les effets de la crise sur les procédures de passation ou alors l'exécution des contrats qui étaient en cours. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les acheteurs avaient par exemple la possibilité de prolonger le délai de réception des candidatures et des offres pour permettre aux entreprises de soumissionner. Autre exemple, ils avaient la possibilité de modifier par avenant le montant de l'avance pour emporter le taux à 60%. Donc, ces dispositions qui étaient issues de ces ordonnances du 25 mars, par principe, elles étaient applicables jusqu'au 23 juillet 2020. Aujourd'hui, le gouvernement a déclaré à nouveau l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la République. Pour autant, cette ordonnance du 25 mars n'a pas été rétablie. Donc, ce qu'on va voir ensemble tout de suite, sans plus tarder, donc ça va être dans un premier temps les textes qui sont actuellement en vigueur, et puis dans un second temps, on va aborder les textes qui sont à paraître, qui sont actuellement en discussion. Concernant donc les textes qui sont actuellement en vigueur, on va aborder trois principaux textes. Donc un premier texte qui concerne le régime des avances. Donc on a eu très récemment donc un décret du 15 octobre qui est venu modifier le code de la commande publique et qui en quelque sorte a codifié les règles exceptionnelles qu'on avait connues avec l'ordonnance du 25 mars. Donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais les avances ne sont plus plafonnées à 60%. Donc, on n'a plus de plafond du tout. Et autre mesure importante également, c'est par rapport aux avances qui sont supérieures à 30%. Donc, là où la constitution d'une garantie à première demande était obligatoire, désormais, ce n'est plus le cas. Donc, les acheteurs ne sont plus obligés d'exiger la constitution d'une telle garantie lorsqu'ils versent une avance qui est supérieure à 30%. Pour autant, ils ont toujours la faculté de le faire. Donc, l'acheteur peut toujours demander une telle garantie. Donc, deuxième point, c'est par rapport au relèvement temporaire des seuils de dispense de procédure. Donc, s'agissant plus particulièrement des marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires. On a eu un décret en date du 22 juillet 2020, applicable aux marchés de travaux et de fourniture de denrées alimentaires. Et pour ce qui est des marchés publics de travaux, jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs ont la possibilité de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur n'excède pas 70 000 euros hors taxe. Et ces dispositions sont également applicables aux lots des marchés publics de travaux qui n'excèdent pas 70 000 euros hors taxe, à condition que la valeur de ces lots ne représente pas plus de 20% de la valeur totale cumulée de tous les lots du marché public. Toujours par rapport au relèvement temporaire des seuils, on va s'intéresser au marché public de fourniture de denrées alimentaires. Alors, l'échéance est bientôt arrivée, mais sachez que jusqu'au 10 décembre 2020, les acheteurs ont également la possibilité de conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur est inférieure à 100 000 euros hors taxe. Mais pour ces marchés, donc l'objet doit porter sur des fournitures, des denrées alimentaires, qui doivent avoir été produites, transformées et stockées avant la fin du premier état d'urgence, donc avant le 11 juillet 2020. Donc ça, c'est encore, on peut encore s'en prévaloir jusqu'au 10 décembre 2020.
Alors, autre mesure que je voulais voir avec vous, toujours s'agissant des textes qui sont actuellement en vigueur, on a eu donc des mesures en faveur des entreprises qui sont en redressement judiciaire et en faveur des TPE-PME. On va s'intéresser à une ordonnance en date du 17 juin 2020 qui portait diverses mesures en matière de marché public. En ce qui concerne donc les entreprises en redressement, pour mémoire, en temps normal, une entreprise qui est en redressement judiciaire, elle ne peut pas participer à une procédure de passation d'un marché public. C'est un motif d'exclusion dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier avoir été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du contrat. Avec donc les mesures issues de cette ordonnance du 17 juin 2020, jusqu'au 10 juillet 2021, les acheteurs ne pourront plus exclure des procédures de passation les entreprises qui sont en redressement dès lors que ces entreprises justifient d'un plan de redressement. En dehors des mesures qui intéressent donc les entreprises en redressement, cette même ordonnance du 17 juin 2020 comporte des mesures en faveur, cette fois-ci, des TPE-PME. Donc, à savoir que jusqu'à la même date, jusqu'au 10 juillet 2021, il sera dévolu à ces artisans et à ces PME une part minimale d'exécution dans les marchés globaux, sachant que cette part minimale ne peut pas être inférieure à 10% et la dévolution de cette part minimale, elle va également être prise en compte dans les critères d'attribution du marché public. Alors, toujours s'agissant des TPE, PME, dernière mesure à aborder, c'est par rapport à l'appréciation de leur capacité économique. Donc, il va sans dire que la crise a eu des impacts sur la trésorerie des entreprises et donc jusqu'au 31 décembre 2023, il est prévu par cette ordonnance du 17 juin 2020 que lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaires à l'exécution du marché est appréciée sur la base du chiffre d'affaires, l'acheteur ne devra pas tenir compte de la baisse de ce chiffre d'affaires dès lors que cette baisse est intervenue au titre des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire. Donc, c'est une mesure pour tenir compte effectivement des impacts de la crise sur la situation financière des entreprises. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on pouvait dire des textes qui sont actuellement en vigueur. Et donc, on va aborder tout de suite notre deuxième partie, la deuxième partie de notre intervention, et on va s'intéresser donc aux textes à paraître, donc les textes à venir. On va aborder deux textes. Donc un premier texte, donc il s'agit plus précisément d'une proposition de loi tendant à adapter les règles de passation des marchés publics locaux aux conséquences de la crise sanitaire. Donc cette proposition de loi, elle est actuellement en discussion, elle comporte un article en l'état actuel et si le texte est adopté en l'état, on pourrait avoir une nouveauté dans la réglementation commande publique, à savoir que on pourrait avoir la prise en compte dans les conditions d'exécution des marchés publics d'un critère de préférence locale, d'un critère d'implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants, dès lors que cela est indispensable pour l'exécution du marché public. Donc ce serait une véritable avancée de ce point de vue-là. Autre texte très important qui est actuellement devant le Conseil constitutionnel, donc c'est le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dit ASAP. Donc le texte définitif a été adopté par l'Assemblée nationale le 28 octobre dernier et il est actuellement devant le Conseil constitutionnel pour un contrôle a priori de constitutionnalité. Alors, ce projet de loi, il comporte un certain nombre de règles en faveur des marchés publics. Le point qui nous semble le plus important et qui pourrait, si le texte est adopté, être une nouveauté, ce serait la codification des règles exceptionnelles que l'on a connues avec l'ordonnance du 25 mars qui avait été adoptée par le gouvernement lors du premier confinement. Donc, il s'agirait en quelque sorte de faire rentrer dans le droit commun un régime d'exception qui pourrait être déclenché face à des situations exceptionnelles telles qu'on a connues avec la crise sanitaire. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, au titre des mesures qui sont prévues notamment par ce projet de loi, ça pourrait être l'impossibilité, par exemple, pour l'acheteur de sanctionner une entreprise qui n'est pas en mesure d'exécuter dès lors que l'entreprise apporte la preuve qu'elle serait obligée de mettre en œuvre des moyens qui seraient disproportionnés par rapport à la prestation à exécuter. Ça pourrait être ce type de mesure qui pourrait rentrer dans le droit commun.
Autre point important, toujours dans ce projet de loi ASAP, on pourrait avoir un nouveau motif de recours au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, à savoir l'intérêt général. Alors, restera effectivement à préciser les contours de cette notion parce que effectivement, il s'agit d'une notion qui est relativement large. Dernier point à aborder toujours par rapport à ce projet de loi ASAP. Alors, on l'a vu il y a quelques instants, on a un décret du 22 juillet qui relève temporairement les seuils de dispense de procédure, notamment pour les marchés publics de travaux. Une mesure équivalente est prévue dans le projet de loi ASAP. Il serait question, cette fois-ci, de porter le seuil à 100 000 euros hors taxe jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Et donc, les acheteurs auraient la possibilité de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur n'excède pas 100 000 euros hors taxe, avec les mêmes conditions que celles qu'on a vues tout à l'heure, à savoir que si jamais on a des lots qui sont inférieurs à ce seuil, ils pourraient également faire l'objet de cette dispense de procédure dès lors que ces lots à moins de 100 000 euros n'excèdent pas 20% de la valeur totale cumulée de tous les lots du marché public. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour les textes qui sont à paraître. Sur le projet de loi ASAP, on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu, donc on va suivre ça de très près. Merci beaucoup pour votre attention.